donc mettre sous forme échelonnée réduite. Du coup, il faut la triangulariser, mais ça suffit pas. Ça, c'est être une matrice échelonnée, du coup. Mais réduite, c'est avoir que des 1 au niveau des diagonales. Donc en gros, ça va être une matrice qui va avoir la forme 1, 0, 0, 1, 0, 1, si on est de dimension 3, et là, on s'en fiche un peu ce qu'il y a. Et donc souvent, pour avoir une échelonnée réduite, on va partir du coup de cette matrice-là, et on va pouvoir faire des opérations dessus. Donc les opérations qu'on peut faire, donc c'est seulement sur les lignes. Quand on a une matrice augmentée, on peut les faire seulement sur les lignes, ces opérations. Et donc les opérations qu'on peut faire, c'est à une ligne, on peut en ajouter une fois un coefficient. On peut multiplier une ligne par un coefficient qui peut même être une fraction, donc au final ça revient, on peut diviser une ligne. Et vraiment, c'est sur les lignes qu'on va faire les opérations. Donc là, si on reprend celle-là, la première étape à faire, du coup, ce serait, on a déjà un 1 ici. Du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est éliminer le moins 1 et le 2 pour que le 1 il soit tout seul sur sa colonne et pour qu'ensuite ce soit plus simple à résoudre. Comme la première colonne est reliée avec les x, ça revient à dire je veux juste avoir des informations sur mon coefficient de x une fois et je veux pas en avoir plusieurs. Pourquoi on veut l'échelonner et la réduire ? Ouais, en fait là, tout simplement, c'est pour trouver les solutions à quoi elle... Ah oui. Enfin, là, on est dans un système, on n'est pas dans dans un espace vectoriel encore, mais oui, on peut extraire une base des solutions, normalement. Oui, d'un point de vue juste du système, c'est pour juste simplifier le système, que ce soit plus simple à résoudre. C'est beaucoup plus simple de faire avec une échelonnée réduite, parce que on va avoir... Une fois qu'on a l'échelonnée réduite, on peut repasser à un système qui sera beaucoup plus simple à résoudre que le système de base, enfin le système de départ, et c'est pour ça qu'on fait la forme échelonnée réduite, c'est plus simple de travailler avec. Alors, donc du coup, là les opérations que je vais faire, c'est ligne 2 plus ligne 1 et ligne 3 moins 2, ligne 1, 0 plus 3, ça fait moins 3, 0, 0, moins 5... Du coup, ensuite, on veut un deuxième pivot. Donc le pivot, c'est les 1 en diagonale. Donc c'est le 3 que je vais transformer. Du coup, je vais faire ligne 2 divisé par 3. Et là, on voit que les deux lignes, elles sont... Enfin, bien nommées, en fait, elles signifient la même chose. Si je multiplie la deuxième ligne par moins 5, j'ai exactement la troisième ligne. Alors du coup, L3 plus 5... 2, et du coup 1, 3. Ce que je peux faire après, c'est le retransformer en système avec les x et les y qui reviennent. Et la deuxième ligne, du coup, avec le même principe, on a y moins z égale 0. Et la troisième ligne, elle nous dit juste 0 égale 0. On était au courant de ça déjà, ça nous apprend rien de nouveau. Donc là, du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est exprimer y en fonction... Enfin, par exemple, x en fonction des autres variables et y en fonction des autres variables. Donc du coup, ce qu'on peut dire, c'est x est égal à moins 3y plus 2z et y est égal à z. Donc... là, typiquement, si j'avais simplifié le 3, j'aurais eu une étape en moins à faire. Donc ça aurait été plus simple. Mais au final, c'est pas très grave. C'est pas très compliqué comme calcul, ça. Donc ça va. Et parce que là, ce que je peux faire, du coup, c'est remplacer le y par la variable que je lui ai trouvée. Donc dans l'expression de x. Du coup, je peux remplacer par moins 3z plus 2z et y égale z, ce qui veut dire que x égale moins z et y égale z. Alors, est-ce que, du coup, vous seriez capable d'écrire l'ensemble des solutions de ce système ? Du coup, une fois que vous avez ça, vous partez de base de votre vecteur qui est x, y, z. Ça, c'est votre ensemble de départ.
Et là, ce que vous voulez faire, c'est trouver comment je peux exprimer x, y et z pour, au lieu de les avoir dans R3, d'avoir une définition un peu plus restreinte. Parce que mes solutions, ça va pas être n'importe quelle valeur de R3. Ça va être seulement un certain type de valeur. Et du coup, là, on a réussi à exprimer x et y en fonction d'une autre variable, qui est z. Donc du coup, ce qu'il nous reste à faire, c'est de dire qu'au final, les solutions, c'est égal à moins z, avec z qui appartient à R. Parce que je peux prendre n'importe quel z qui appartient à R, par exemple 1, l'écrire comme le vecteur, donc moins z, z, z. Du coup, ça ferait moins 1, 1, 1. Si je remplace ces valeurs dans notre système de départ, je vais bien retrouver 0 à chaque fois. Donc typiquement, moins 1 plus 3 moins 2, ça fait bien 0. Moins 1, donc ça fait plus 1 moins 1, ça fait 0. Et moins 2 plus 1, ça fait 0 aussi. Ouais, on a trouvé une façon d'exprimer x et y en fonction d'une autre variable, qui est z. On aurait très bien pu exprimer z en fonction de x ou n'importe, on aurait pu choisir n'importe laquelle, mais ça c'était la solution la plus directe et intuitive. Du coup, ouais, au départ on partait de x, y et z, sauf que mes solutions à mon système de départ que je vous montrais, sur lequel j'étais zoomée au début, c'est pas n'importe quel vecteur dans R3, c'est pas n'importe quel vecteur à 3 dimensions. Et on a réussi à restreindre de R3 à justement cette solution-là, en réussissant à exprimer x et y en fonction d'autres valeurs. Enfin, d'autres variables, cette variable étant z. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est vérifier, ok, est-ce que là j'ai trouvé un vecteur, c'est à une seule dimension, est-ce que du coup vraiment ma matrice, mon noyau, ma solution est bien de rang 1. Donc ce qu'on peut faire, c'est vérifier ça en utilisant le théorème du rang. Donc ouais, voilà, c'est ça le théorème du rang. Donc là, si je veux avoir la dimension de l'image, comment je fais? Et du coup voilà, c'est le rang de la matrice verte. Donc c'est le rang de ma matrice que j'ai appelée ici A. Donc je vais écrire rang de A, si vous voulez là. Donc ça, pour nous, ça correspond à rang de A. Et du coup, la dimension du noyau, est-ce que quelqu'un saurait m'expliquer ce que c'est? Le kernel, en gros, c'est quelle est la dimension pour si je pose A de x égale à 0, au vecteur 0. Du coup, au final, ça revient à la dimension de mon espace de solution quand mon vecteur résultat, donc mon petit b égale 0. Donc là, ça correspond à notre dimension de notre S pour nous, parce qu'on voit bien qu'au départ, là, c'est un vecteur 0. Donc pour nous, c'est aussi la dimension de notre S, donc de nos solutions. Et donc là, E pour nous, c'était quoi? Ouais, pour nous, c'était R3. Donc c'est ça la définition du noyau. Donc du coup, le noyau, c'est les vecteurs V, tels que... Donc là, notre V, ce serait notre X, donc X, Y, Z, tel que quand je multiplie ma matrice, donc grand A, fois mon X, Y, Z, c'est égal à 0. Donc là, pour nous, comme on est dans un... comme on a à droite 0, 0, 0, on est dans ce cas-là, et donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est vérifier qu'on ne s'est pas trompé au niveau de notre solution. Donc là, comment on fait pour trouver le rang d'une matrice? Donc déjà, si elle n'est pas échelonnée réduite, il faut l'échelonner réduire, sinon ça va être compliqué. Et si elle est déjà échelonnée réduite, du coup, en fait, c'est le nombre de petits 1. Donc là, la dimension de notre matrice A, donc si ma matrice A, c'est le truc vert, dimension de A, c'est égal 2. Et du coup, pour revenir à ça, on a bien la dimension de notre S, donc notre dimension de notre noyau, qui est égale à 1.
Du coup, on peut conclure qu'on n'a pas fait de bêtises et normalement on a la bonne solution, ou si on n'a pas la bonne solution, on a au moins la bonne dimension de la solution. Si ton kernel, la dimension de ton kernel est 0, ça veut dire, d'après le théorème Durand, que la dimension de ton image et la dimension de ton espace de départ sont égaux. Donc du coup, si la dimension du noyau est égale à 0, c'est injectif. Est égal à la dimension de l'ensemble d'arrivée. Ouais, c'est ça. Ah oui, ok, je ouais. Mais, donc ouais, exo 1, on va essayer de faire cet exo. Donc déjà, est-ce que vous pouvez dire un sous-espace vectoriel, c'est défini par quoi? Est-ce que vous savez? C'est défini par un vecteur et des équations. Et c'est ces équations qui doivent respecter justement stable par l'addition, qui est le vecteur nul à l'intérieur, stable par multiplication. Pour un sous-espace vectoriel, donc c'est un espace E, des équations. Il faut qu'il y ait le vecteur nul. Stable par multiplication. Donc addition c'est commutative. Et multiplication c'est associative. C'est mieux d'utiliser associative et commutative. Donc là on a nos équations et on veut trouver du coup la base de H. En sachant que H c'est R4 avec X, Y, Z et T. Donc là ce qu'on va vouloir faire c'est écrire ces équations d'une telle façon qu'on peut l'exprimer en fonction de variables et de vecteurs. Et c'est ces vecteurs qui vont former la base. Alors là, on peut trouver la dimension de la base avec ces équations. Donc du coup, ça ce serait comme on a fait tout à l'heure, donc écrire les équations en matrice, échelonner, réduire. Et du coup, on verrait la dimension de la base, mais on n'a pas forcément besoin de l'échelonner réduire, parce qu'il y a une propriété, on voit que ça va être de dimension 2 déjà, la base de H, est-ce que vous le voyez? Donc on s'attend à avoir 2 vecteurs. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est, je vais essayer, un peu comme on a fait tout à l'heure à peu près, d'écrire mes variables en fonction des autres variables. Donc là, je vais choisir d'exprimer x en fonction des 2 autres variables. Du coup, ce serait x égale plus 2y moins 3z. Après, voilà, bon, c'est arbitraire. Hein. Je peux choisir y égale y, z égale à z, et t est égal à x plus y plus z. Sauf que je sais que mon x plus y plus z, mon x, je peux le remplacer par des variables en fonction de... Enfin, par une expression en fonction de y et z. Du coup, 2y moins 3z plus y plus z, et ça fait 3y moins 2z. Et du coup, au final, là, ce qu'il me reste à faire, c'est je peux écrire mon vecteur de départ qui est x, y, z, t en fonction des autres variables. En gros, j'ai choisi, notamment par rapport à la forme que mes deux équations avaient, j'ai choisi de prendre x et t, j'ai choisi de les exprimer en fonction des autres variables parce que j'ai pas trop le choix, je peux pas faire mieux. Je vais pas réussir à trouver des chiffres. Je vais pas avoir à la fin ok, c'est ce vecteur-là exactement. Non, c'est par rapport à d'autres variables. Et ouais, après, quelle variable choisir, etc., c'est un peu comme vous voulez. Juste là, c'était les plus simples parce que devant le x, il n'y a pas de coefficient. Et mon x était exprimé en fonction de y et z. Du coup, c'était pas très smart de prendre y ou z comme variable pour exprimer d'autres variables. Ça aurait été plus compliqué, donc j'ai choisi le t. Parce que là, en fait, tu vas voir, là, du coup, ça devient super évident.
Là, en fait, j'ai juste à recopier ce qui est à droite. Donc voilà, et une fois que j'ai ça, je vais pouvoir encore décomposer, encore une fois, et écrire comme un vecteur fois y plus un vecteur fois x. En fait, il faut prendre les coefficients qu'il y a, devant le y, et il faut pas oublier qu'on est dans un espace de dimension 4. C'est pas parce que à un endroit il n'y a pas de y qu'il faut l'oublier. Et après, il faut faire attention au signe aussi. X, il est égal à 2y moins 3z. Ouais, et en fait, c'est ça aussi les dimensions de la base. C'est se dire, ok, j'avais 4 variables au départ, mais au final, pour exprimer ma base, j'ai besoin plus que de 2 variables, 2 dimensions. Donc là, ce serait 2, 1, 0, 3. Et du coup, devant le z. Pour le z, le vecteur avec lequel il faut multiplier, c'est moins 3, 1, non, moins 3, 0, 1, moins 2. Et donc du coup, quels vont être mes vecteurs de la base? Enfin, on n'a pas encore prouvé que c'était libre et générateur, mais là on a trouvé lesquels. Et du coup, c'est ceux-là. Ceux qu'on suspecte être de la base. Donc là, si je veux montrer qu'ils sont libres, je fais comment? Il suffit juste de dire que les deux vecteurs, ils sont pas collinaires. Je peux pas écrire, donc si lui je l'appelle U1 et lui U2, je peux pas écrire U1 égale une constante fois U2, c'est pas possible. Donc du coup je peux dire que U1 et U2 ne sont pas collinaires. Donc ils sont libres. Et ensuite, il faut montrer qu'ils sont générateurs. Alors, pour montrer que c'est générateur... Oui, en gros, ça veut dire à partir de U1 et U2, on peut générer n'importe quelle valeur qui appartient à la base, c'est ça? Qui appartient au sous-espace vectoriel, plutôt. Du coup, la matrice, c'est 1, 0... Le tableau, tu vas nous l'envoyer après, le lien du tableau? Ouais, enfin, je vais vous envoyer un PDF de ça. Donc, 1, 1, 1, 1, 1. Et après, là, c'est des zéros. Donc ça, c'est ma matrice de mon espace vectoriel. Et ouais, bah là, pareil, les deux lignes, elles sont libres. Du coup, je sais que le rang, il est de 2. Après, ouais, voilà, on va faire la méthode formelle. Donc là, tac, je fais ligne 2 moins ligne 1. 3, 0, 0, 3, moins 2, moins 1. En gros, être une famille génératrice, si on a 3 vecteurs qui sont dans une famille génératrice d'un certain ensemble, si je veux n'importe quel élément de cet ensemble, je vais pouvoir l'écrire comme une combinaison linéaire des 3 vecteurs qui sont générateurs. Par exemple, les générateurs de R3, les plus simples, c'est les vecteurs 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Avec ça, je peux créer n'importe quel vecteur de R3. Du coup, le rang, c'est par rapport à une matrice. Donc si j'ai une matrice et que je l'échelonne réduit, et que par exemple si c'est une dimension 3 comme ça, et là on emporte, là le rang, si ça je l'appelle A, mon rang de A, ça va être 3. Et si jamais j'ai une matrice B, 1, emporte 0, 0, 0. Là mon rang de B, il va être 2. En gros, ça va être le nombre de pivots que tu as dans ta matrice, le rang. Pardon. Parce que là, on a pu résoudre une solution, trouver une base. On a fait un peu rang et dimension avec... on a joué un peu avec le théorème du rang.
Du coup, une matrice... donc... matrice A, par exemple, elle est inversible si son déterminant est différent de 0, c'est ça? Oui, c'est ça. Déterminant est non nul pour que ce soit inversible. Ce qu'on peut faire, c'est essayer d'inverser une matrice. Pour calculer 2 fois 2, en gros, tu fais comme ça, donc A fois D moins B fois C. Ça, c'est ma matrice M. C'est beaucoup plus simple que dimension 3. Et comme ça, on va pouvoir réviser la formule pour un déterminant 3 fois. Donc du coup, première étape, ça va être de calculer le déterminant de ça pour vérifier que c'est bien inversible. Donc pour une matrice de 3 fois 3, donc je vais écrire avec des lettres pour le moment. Comme ça, vous pourrez réutiliser la formule pour n'importe quelle matrice de 3 fois 3. Donc le déterminant de cette matrice, ça va être A fois le déterminant de la petite matrice en bas à droite, du coup EF, HI, moins B fois le déterminant de la matrice DF, GI, plus C fois le déterminant de la matrice DE, GH. En gros, la technique, c'est vous prenez la matrice ici, vous multipliez, vous prenez une ligne, une colonne, n'importe. Donc là, ils ont pris la première ligne. Là, vous ignorez la colonne ici et vous calculez le déterminant qui reste. Et pareil pour le deuxième. Et ça va être plus, moins, plus. Et... donc ça, c'est la technique plus générale, mais je vous conseille d'apprendre par cœur la formule. J'ignore la ligne et la colonne où je prends le coefficient. Et techniquement, j'aurais pu faire, par exemple, le G ici. J'aurais pu faire exactement la même chose, par exemple, en parcourant cette ligne-là. Donc ça m'aurait fait G, déterminant de B, C, E, F, moins H, déterminant de... etc. Et donc du coup, là, on va l'appliquer pour ça. Donc du coup, déterminant de M, ça va faire 1 fois déterminant de 1, 1, 0, moins 1. Moins 0 fois... bah, du coup, on s'en fiche parce que c'est 0. Plus 0 fois... pareil, on s'en fiche parce que c'est 0. Et du coup, ça va faire 1 fois moins 1, ça va faire moins 2. Donc c'est bien différent de 0. Donc c'est inversible. Écrivez à gauche la matrice de départ. Et à droite, une matrice identité. Et le but, c'est d'écrire cette matrice en matrice identité avec des combinaisons linéaires. Et à la fin, vous aurez ici votre inverse. Donc du coup, la première colonne, on veut éliminer le 1 à la deuxième ligne et le moins 1 à la troisième ligne. Du coup, pour la deuxième ligne, on soustrait la première ligne. Donc, du coup, ça fait 1, 0, 0, 0, 1, 1. Il ne faut pas oublier aussi de soustraire tout ce qui est à droite. Donc 1, 0, 0, moins 1, 1, 0. Ensuite là, pour la troisième ligne, pour éliminer le moins 1 dans la première colonne, on fait plus la première ligne. Là, du coup, on va transformer le moins 1 qui est ici en 1. Donc on va multiplier par moins 1. Et on va essayer d'enlever ce 1 ici, en soustrayant à la ligne 2 une fois la ligne 3. Et du coup, là, on a une matrice identité. Et ça nous donne notre M-1. Donc notre inverse de M. Ouais, c'est ça. J'ai fait des combinaisons linéaires entre les lignes. Donc, ouais, c'est vrai que je ne sais pas noter, j'aurais peut-être dû. Pour la première opération, j'ai fait ligne 2 moins ligne 1 et ligne 3 plus ligne 1. Ensuite, ici, j'ai fait ligne 3 sur moins 1. Et ensuite, la dernière étape, c'était ligne 2 moins ligne 3. Il faut bien penser que c'est bien la partie de droite et de gauche à chaque fois. Une ligne, c'est tout ça. C'est pas juste... c'est pas que jusque-là. Non, c'est même après. Mais après, il y a aussi des formules que je ne connais pas par cœur.
Si j'ai une matrice A, je vais prendre de dimension 2 parce que ce sera plus simple. Par exemple, si j'ai cette matrice-là, mon X, il appartient à R2. Et je veux trouver le kernel de cette matrice. Trouver le kernel de cette matrice, ça veut dire ça va être mes X, tel que A fois X va être égal au vecteur nul. Donc là, c'est dimension 2. Donc ça va revenir à résoudre le système 1, 2, 0, 3, 0, 0. Donc là, je l'ai écrit en forme de matrice augmentée, mais j'aurais très bien pu l'écrire x plus 2, y égale 0, 0, x plus 3, y égale 0. Et trouver le kernel, ça va être trouver les solutions telles que ça, c'est satisfait. Donc telles que ma partie gauche, donc ma matrice fois mon vecteur, est égale à un vecteur nul. Après là, ce serait assez simple. Ok. Ça ferait y égale 0. Et du coup, x égale 0. Ce serait ça les solutions. Du coup, c'est pas très très intéressant l'exemple que j'ai pris. Mais du coup, après, sur le kernel, il y a la dimension qui peut être trouvée. Vous pouvez trouver après la dimension du noyau. Et la dimension du noyau, souvent, vous le faites avec le théorème du rang. Donc là, il s'agirait de dire que la dimension de l'espace de départ, du coup, c'est 2. Donc là, la dim de E égale 2. Ma dim de mon image, qui est égale au rang de ma matrice A, c'est 2. Donc là, on le voit parce qu'au final, c'est presque en échelonné réduit. Et du coup, avec le théorème de rang, on a dim de image plus dim de ker égale dim de E. Et du coup, là, ça veut dire que dim de ker est égal à dim de E moins dim de image. C'est égal à 2 moins 2, c'est égal à 0, et c'est logique avec la solution qu'on a trouvée. Ouais, du coup, c'est la dimension, mais au sens... par exemple, R3, cette dimension 3,